Alors bonjour et bienvenue à cette première en fait capsule sur le chapitre 5. Le chapitre 5 vraiment est comme le début de la deuxième portion du cours. Donc jusqu'à maintenant, jusque dans le chapitre 4, tout ce qu'on a vu, c'est surtout les molécules. On a vu comment les nommer, on a vu comment les dessiner en 3D. On a vu les différents types de molécules par rapport à les différents isomères qu'on peut avoir lorsqu'on désigne les molécules. Et on a aussi vu un petit peu un début des effets par rapport à la réactivité dans le chapitre 4, ainsi qu'un début des mécanismes. Dans le chapitre 5 et tous les chapitres suivants, ça veut dire le chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7, chapitre 9 et le chapitre 10 qu'on va voir jusqu'à la fin de la session, les chapitres restants sont vraiment axés sur les réactions chimiques, donc comprendre qu'est-ce qui se passe entre les réactifs pour obtenir les produits. Donc on va vraiment analyser les réactions en détail, voir les mécanismes en détail. Donc c'est pour ça que c'était très important dans le chapitre 4 de bien comprendre les mécanismes, la base, pour pouvoir appliquer ce que vous avez appris par rapport aux nucléophiles, électrophiles, dans les différentes réactions. Donc ce qui va être vraiment important à partir du chapitre 5, c'est que vu qu'on va voir beaucoup de réactions, moi je vous recommande de prendre des notes, ça va être très très important, d'être vraiment à l'affût durant l'écoute des capsules, prendre le plus de notes possible. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de faire le plus d'exercices possible que je vous suggère. Quand vous allez faire des exercices, ça va vous aider à vous sentir plus à l'aise avec la matière. Pourquoi? Parce qu'au début, cette matière-là, vu que c'est vraiment quelque chose de totalement nouveau pour vous, l'assimiler peut être un petit peu plus demandant que ce que vous êtes habitué dans les autres cours de chimie. Donc ça va demander vraiment pas mal de faire d'exercices. Je sais qu'au début, c'est pas tout le monde qui va trouver ça facile, c'est pour ça qu'il faut en faire le plus. Puis le troisième point que je voudrais vous attirer votre attention, c'est justement de poser des questions lorsque vous avez des difficultés avec la matière, que ce soit lorsque vous écoutez les capsules, vous avez des questions, venez me poser, ou encore lorsque vous faites des exercices, venez me poser si vous avez des questions, si vous êtes bloqué ou si vous n'êtes pas certain de ce que vous avez fait par rapport au corrigé. Alors ça, ce sont les éléments qui sont super importants à partir de ce chapitre-là. Et la chose qui est la plus importante, c'est vraiment d'être à jour. Parce que si vous prenez du retard à partir de ce chapitre-ci, vous allez avoir beaucoup de difficultés à rattraper ce retard-là, puis ça mène souvent à un échec à la fin. Donc le chapitre 5, qui est vraiment le pivot dans le cours, c'est le premier chapitre où on va voir beaucoup de réactions. Donc le chapitre 5, c'est vraiment ce qu'on appelle les additions électrophiles qu'on va voir. On va parler beaucoup des alcènes dans ce chapitre-là, parce qu'on va partir souvent d'alcènes, ou encore l'autre type de molécule qu'on va voir vers la fin de ce chapitre-là, ce sont les alcynes. Elles se ressemblent pas mal. Dans les deux cas, on a soit une double liaison entre deux carbones ou une triple liaison entre deux carbones. Donc, ils ont tous des liens pi. C'est ça qui est vraiment important, qui va nous permettre de faire des réactions. Puis, on va faire des additions. Donc, je rappelle, les additions, c'est de partir d'une double ou d'une triple, puis de l'enlever. Donc, d'enlever la double ou d'enlever la triple liaison par les réactions avec des électrophiles. Alors, on va voir plusieurs réactions dans ce chapitre-là, puis on va voir beaucoup de réactions dans les autres chapitres également. Ce que je vous recommande, une autre façon de pouvoir apprendre les réactions qu'on va faire, c'est de vous faire un résumé. Donc, prendre des feuilles à part pour vous faire une liste de toutes les réactions afin de ne pas en oublier lorsque vous allez étudier. Et l'autre chose qui peut être vraiment utile, c'est de faire des petites fiches sur lesquelles vous allez écrire d'un côté les réactifs d'une réaction, puis de l'autre côté, vous avez les produits. Fait que comme ça, vous allez pouvoir vous pratiquer à essayer de vous rappeler « Ah, quand j'ai tel réactif, quel produit je devrais avoir? » Ou « Quand j'ai tel produit avec tel réactif, quelle molécule de départ je devrais utiliser? » Donc ça peut être des manières faciles ou en tout cas des méthodes d'apprentissage qui peuvent vous aider tout au long des chapitres qui s'en viennent, dont le premier, le chapitre 5. Alors, je vous rappelle, il y a toujours une liste de lecture, mais aussi d'exercices suggérés dans le manuel. Évidemment, j'ai aussi une liste d'exercices qui va venir plus tard dans le cahier bleu.
Je l'ai mis un petit peu plus tard dans les notes de cours, mais vous pourrez commencer dès que vous avez les premiers exercices. Si vous avez vu les premières capsules, c'est possible que vous ayez assez de matière vue pour pouvoir commencer à compléter quelques exercices. Mais sinon, dans le manuel, généralement, ça suit la progression que moi, je vais faire avec vous sur les différents types de réactions qu'on va voir ensemble dans ce chapitre. Donc, la première chose, c'est de vous rappeler que les réactions qu'on va voir sont souvent faites avec des doubles liaisons. Pourquoi? Parce que les doubles liaisons ou les triples liaisons ont des électrons de type liaison pi. Donc ça, ce sont par exemple les alcènes ou les alcynes. Puis ça fait en sorte que ces types de liaisons-là ont un certain caractère basique. Donc, ils peuvent réagir avec des acides. Ou si on veut voir de façon plus générale, ils ont un caractère nucléophile, donc on veut réagir avec des électrophiles. Pourquoi? C'est qu'en fait, ils sont riches en électrons. Donc, il y a beaucoup d'électrons qui se trouvent autour de ces carbones-là. La liaison supplémentaire va être utilisée pour justement pouvoir réagir comme un nucléophile. Okay? Donc, on va vouloir réagir avec contre un autre type de molécule de réactif, soit les électrophiles. Donc, quelques électrophiles qu'on va voir, on va voir par exemple dans ce chapitre-là, plus précisément, on va voir HX, on va voir H2O en milieu acide, et on va voir X2. Les autres, on pourrait les voir plus tard là, dans d'autres chapitres. Ça va dépendre du temps qu'on va avoir pour le cours. Donc, je vais commencer d'abord à vous expliquer de façon générale comment fonctionnent les additions sur les alcènes. Il va toujours avoir au centre des additions ces deux types d'étapes. Et ça va fonctionner pas mal toujours de la même façon. Il va y avoir des petites modifications selon les réactions qu'on va voir. Il y a des particularités dans certains cas. Mais de façon générale, comme exemple ici, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter avec une molécule quelconque, un électrophile quelconque, qui est un atome A, ou un groupement d'atomes A, qui est lié avec B. Dans ce cas-ci, B est un atome qui est plus électronégatif, donc il tire les électrons beaucoup plus fort que A. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va avoir notre double liaison, peu importe qu'est-ce qu'il y a autour. Là, ici, j'ai mis des chaînes de carbone, mais ça pourrait être des hydrogènes, ça pourrait être autre chose. Ça n'a pas d'importance, ça n'a pas besoin d'être juste des chaînes de carbone autour. Tant que j'ai une double liaison, une alcène, qu'est-ce qui se passe avec l'alcène? C'est qu'elle va réagir. Vous voyez, qu'est-ce qui arrive du côté des produits? La double liaison, elle est disparue. Elle n'est plus là. On l'a brisée. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a remplacé la double liaison par un lien avec l'atome A sur un des carbones et l'atome B sur l'autre carbone de la double. Donc, on va se retrouver avec, à la place de la double liaison, un lien avec le A et le B sur chaque carbone qui sont différents de la double liaison. Donc, ça, c'est vraiment ce qui représente une addition. C'est vraiment de faire disparaître une insaturation, une double liaison lors de la réaction en ajoutant ici, dans le cas qui est présent, un électrophile. Donc, pourquoi j'ai spécifié au départ que B était plus électronégatif que A, c'est que on va voir le mécanisme réactionnel de façon générale, puis après ça, je vais vous le présenter avec certaines réactions plus particulières. Donc, dans le cas qui est ici, je vais juste... il manque le moins ici pour la charge partielle négative. Donc, vous avez une charge partielle positive sur l'atome A et vous avez une charge partielle négative sur l'atome B. Pourquoi? Parce que l'atome B est plus électronégatif. Donc, ça fait en sorte que le A, c'est mon site électrophile. Tandis que la liaison pi, c'est un excès d'électrons, donc c'est mon nucléophile. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que le nucléophile, on part de tout ça, on part des électrons du nucléophile, puis on fait réagir avec la portion électrophile. Donc, on va dessiner une flèche du nucléophile vers l'électrophile. Donc, de la double liaison vers l'atome A. Par contre, l'atome A, fréquemment, ne pourra pas rester lié avec l'atome B. Parce que souvent, ça va être un hydrogène ou un autre atome qui ne peut pas faire plus qu'un lien. Donc, il va falloir se débarrasser du lien qui se trouve entre le A et le B, et on va le donner à l'atome B.
Donc, les électrons du lien vont appartenir maintenant à l'atome B, tandis que le A va venir se lier avec un des deux carbones. Le problème, c'est qu'il ne peut pas se lier avec les deux carbones en même temps, le A. Puisqu'il ne peut pas se lier avec les deux carbones, il y a un des deux carbones qui va avoir l'atome A, tandis que l'autre carbone va être sous la forme d'un carbocation. Donc ça, c'est notre première étape. C'est une étape qui est quand même plus lente. Pourquoi? Parce qu'on forme un carbocation qui est un intermédiaire réactionnel. C'est pas super stable, mais c'est quelque chose qu'on peut former lors de la réaction. Qu'est-ce qui va arriver? C'est que lors de cette première étape-là, en plus du carbocation, on forme aussi quelque chose qui est maintenant chargé négativement, c'est l'atome B qui est parti avec les électrons. Okay? Ici, c'est l'atome B, ça ne veut pas dire que c'est un bar, c'est juste un atome quelconque ou un groupement d'atomes qui est maintenant chargé négativement. Puisque là, il y a un excès d'électrons qui se trouve sur cet atome-là, qu'est-ce qui va se produire? C'est que pour la deuxième étape, on va repartir de ces deux molécules-là, donc ils vont devenir nos réactifs de la deuxième étape, parce que il y a les deux étapes qui sont vraiment de façon générale dans l'addition, c'est la première étape qui est présentée là, puis la deuxième qui utilise le carbocation et la charge négative, ou en tout cas les électrons, sur l'atome qui est maintenant négatif, pour pouvoir faire une nouvelle liaison entre ce nouveau nucléophile qu'on a produit lors de l'étape 1, puis le carbocation qui est notre nouveau électrophile. Donc toujours, on part des électrons du nucléophile vers l'électrophile. Donc vous voyez, on part d'un doublet d'électrons vers le carbocation dans ce cas-ci. Donc on pointe vers le carbone qui est chargé positivement pour pouvoir créer un nouveau lien entre le carbone qui est ici et l'atome B. Donc je me retrouve avec la molécule finale qui est obtenue là après les deux étapes. Donc ça, c'est vraiment les deux étapes qui sont vraiment pas mal trouvées autour dans l'ensemble des réactions d'addition sur les alcènes. Comme je vous dis, il va y avoir des petites modifications. On va voir plus en détail chaque type de réaction, les grands types de réactions d'addition des alcènes pour pouvoir les analyser un petit peu plus en détail. La première réaction qu'on va voir un petit peu plus ensemble, c'est la réaction d'addition de HX. Donc des acides qui sont faits à partir d'un hydrogène et d'un halogène quelconque. Donc le X qui est ici, c'est identifié pour les halogènes. Donc ça peut être un fluor, ça peut être un chlore, ça peut être un brom, ça peut être un iode. Donc HF, HCl, HBr ou HI. C'est sûr que nous, on va voir plus souvent HCl, HBr, mais ça ne veut pas dire qu'on ne pourrait pas utiliser HF ou HI. Mais dans les exemples que je vais vous présenter, c'est plus souvent HCl, HBr. Donc ces réactifs-là vont réagir avec des alcènes. Donc on va choisir un alcène pour faire la réaction. Donc je vous présente un petit peu quelques réactions qui fonctionnent avec un alcène, du HCl ou du HBr. Et généralement, les réactions se font toujours dans un solvant quelconque. Ce que je vais vous donner, c'est que souvent, je ne vais pas vraiment vous parler des solvants en détail. Pourquoi? Parce que la portion des solvants, c'est vraiment plus d'apprendre par cœur c'est quoi les solvants qu'on a besoin dans quel cas. Puis c'est pas très intéressant parce que les solvants ne réagissent pas dans la réaction. Donc, il n'y a pas vraiment de façon logique d'apprendre quel type de solvant est le meilleur pour quel type de réaction. Il faut vraiment juste les savoir par cœur ou encore aller vérifier dans des livres ou des publications qui utilisent ces réactions-là pour savoir quel solvant est utilisé. Mais généralement, les réactions doivent utiliser des solvants qui sont non réactifs, c'est-à-dire qu'ils peuvent permettre d'avoir les molécules des réactifs de rentrer en contact l'un avec l'autre sans eux interagir. Fait que dans le cas qui est ici, on va choisir un solvant qui est non réactif, qui est le CCl4. Souvent, les réactifs vont être soit en plus, donc à côté de l'alcène, je pourrais écrire plus HCl, ou encore, je vais le présenter sur la flèche de la réaction. Donc ça, c'est deux façons qui indiquent la même chose. Ça veut dire plus le réactif, ou encore plus le réactif, mais sur la flèche. C'est équivalent dans les deux cas. Le solvant est fréquemment écrit en dessous de la flèche, mais parfois il peut être écrit au-dessus de la flèche avec les réactifs, mais il faut savoir que c'est un solvant. Donc, je vais essayer d'éviter de vous
mettre les solvants, puis je ne vais pas vous demander, vous, de mettre les solvants, sauf si les solvants viennent interagir, puis je vais vous en parler de façon plus particulière lorsque ça va arriver. Mais ici, le CCl4 ne fait pas grand-chose à part être le solvant, puis permettre que la réaction puisse se faire. Fait que je l'ai spécifié ici au début, puis ça se peut que dans le manuel, on vous en parle, mais de façon générale, je ne le mets pas, je mets juste les réactifs. Okay? Donc, dans le cas qui est ici, HCl plus la CN, qu'est-ce qui arrive? L'addition, la réaction d'addition, c'est on prend la double liaison, on la brise, on vient mettre un H sur un des carbones, puis on va mettre le Cl sur l'autre carbone. Donc, ça nous donne la molécule suivante. Pourquoi on a la molécule dessinée telle qu'elle? C'est parce qu'en stylisé, je vous rappelle, les liens CH ne sont pas représentés. Donc, il y a un H qui vient s'ajouter sur le carbone qui est à votre gauche, mais on n'a pas besoin de le dessiner. Pourquoi? Parce que c'est un lien CH, donc en stylisé, on ne le met pas. Puis le chlore va s'ajouter sur le carbone à droite ici. On peut faire la même chose avec HBr. Donc, j'ai la molécule suivante. Puis, je vais ajouter H d'un côté, puis Br de l'autre. Dans les cas qui sont comme la molécule suivante, j'ai un carbone qui est particulier, j'ai un carbone qui est chiral, qui va être produit lors de la réaction. Pour l'instant, je ne vais pas mettre la 3D parce que je veux vous apprendre comment la réaction fonctionne d'abord, mais il va y avoir la 3D à considérer lorsqu'on va arriver à nos produits lors des réactions d'addition. Mais pour l'instant, je veux d'abord que vous appreniez comment les réactions fonctionnent avec les mécanismes, comment obtenir les produits, donc réactif, molécule de départ plus réactif donne quel produit. Puis après, lors de la fin du chapitre 5, j'ai un petit peu plus de détails sur la 3D, parce qu'il va falloir la considérer à un certain point. Okay? Si je prends la molécule qui est suivante, donc c'est un cycle, donc peu importe que ça soit acyclique ou cyclique comme molécule de départ, j'ajoute du HCl. Ici, je n'ai pas spécifié le solvant, mais il est encore là. C'est juste qu'il n'est pas vraiment important pour vous. Vous n'avez pas à l'apprendre par cœur, juste savoir c'est quoi vous ajoutez comme réactif. Fait que je me retrouve, encore une fois, je brise la double liaison, je me retrouve avec juste une liaison simple, un H sur un carbone, le Cl sur l'autre. Donc la partie H partiellement positif, puis le Cl partiellement négatif va s'ajouter sur chacun de mes carbones de la double liaison. Même chose ici, avec HBr, donc un H d'un côté, un Br de l'autre. Si vous remarquerez, toutes les molécules qui sont ici, toutes les doubles liaisons, sont symétriques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le côté droit et le côté gauche de la double liaison, c'est la même chose. Donc, ça veut dire que ça n'a pas d'importance si j'ajoute mon H d'un côté puis mon Br ou mon Cl de l'autre, ou je fais l'inverse. Ça revient au même. Ça me donne la même molécule. Qu'est-ce qui arrive, si les alcènes ne sont pas symétriques? Ça veut dire qu'il y a un côté qui est différent de l'autre côté de la double. Il y a un carbone, le carbone droit, puis le carbone gauche de la double liaison ne sont pas équivalents. Où est-ce que je mets le H? Où est-ce que je mets le Cl- ou le Br? De quel côté ça va aller? Par exemple, j'ai une molécule qui est la suivante. Il y a une double liaison avec, d'un côté, 2CH3, puis de l'autre côté, 2H. Clairement, c'est pas symétrique. Si je mets un miroir dans le milieu, le côté gauche et le côté droit ne sont pas pareils. Ça veut dire que lorsque je vais additionner HBr dans une réaction avec l'alcène qui est là, je peux obtenir deux produits. Soit, je peux ajouter mon H à droite et mon Br à gauche, donc en le centre dans la molécule, comme ceci. Donc, j'ai ajouté le H ici, ajouter le Br là. Ou encore, je peux faire le contraire, je peux ajouter le H ici au centre, donc sur le carbone de gauche de la double liaison, et ajouter mon Br sur le carbone de droite. Donc, ça donne deux molécules totalement différentes. Ce sont des isomères de position en réalité. Lorsqu'on fait la réaction de HBr avec cet alcène, la réalité est qu'il y a pratiquement juste un des deux produits qu'on va obtenir en majorité. Ça veut dire à 95-98%, environ.
Il n'y a pas de pourcentage vraiment là, qui sont préétablis, mais en grande majorité, il y a un des deux produits qu'on obtient, puis le produit qu'on obtient, c'est celui-ci. Donc parmi les deux, c'est celui-là qu'on obtient. Je vais vous expliquer pourquoi. Le pourquoi, c'est que lors de la réaction, il y a le mécanisme qui nous force à passer par un carbocation. Il y a un des deux carbocations qui est meilleur que l'autre, qui est plus stable. Hein, on a vu dans le chapitre 4 que les carbocations, tout dépendamment si on a un carbocation primaire, secondaire ou tertiaire, n'ont pas la même stabilité. Donc les carbocations tertiaires sont plus stables que les carbocations secondaires, qui sont plus stables que les carbocations primaires. Ça, le fait de passer par le carbocation le plus stable, c'est la règle de Markov-Nikov. Donc la règle d'addition sur des doubles liaisons, la règle de Markov-Nikov nous dit qu'on doit passer par le carbocation le plus stable. Donc cette règle-là va nous dire qu'on doit ajouter, on additionne le réactif à un alcène en prenant la partie positive, dans le cas qui est présent, c'est un H+, okay, parce que c'est HCl ou HBr ou HF ou HI. Donc la partie positive, c'est le H. Donc on l'ajoute sur le carbone qui possède le plus d'hydrogène. Pourquoi on fonctionne comme ça? C'est que en faisant ça, ça nous donne toujours le carbocation le plus stable. Donc la vraie raison de la règle, la règle dit qu'on doit passer par le carbocation le plus stable. La façon mémotechnique de s'en souvenir, c'est d'ajouter le H du côté où il y a plus d'hydrogène. Mais ça, c'est pas la vraie raison. C'est juste une façon simple pour vous de vous souvenir comment ajouter votre H de quel côté de la double liaison lorsque vous faites votre addition. Donc, si on regarde ici, dans la molécule qui est là, sur la double liaison, il y a un carbone qui a 2 hydrogènes, tandis que l'autre carbone à double n'a pas d'hydrogène directement sur lui. Donc, je vais ajouter toujours mon H du côté qui a le plus d'hydrogène sur la double. Donc ici, le carbone qui a 2 hydrogènes, je vais y ajouter un troisième. C'est pour ça que l'hydrogène s'ajoute ici, tandis que le Br va passer sur le carbone au centre. Je vais vous le montrer plus en détail dans quelques instants. Je vais juste vous montrer pourquoi ça se passe comme ça. Donc, je vous rappelle, la première étape d'une addition va toujours être d'aller chercher la portion positive sur les molécules. Donc, ça veut dire sur le HCl ou HBr, ça va toujours être la partie H. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais simplifier un petit peu la première étape, juste pour vous montrer. Si j'additionne la portion H+, OK, entre guillemets H+, sur ma double, je peux l'ajouter sur deux endroits, soit le carbone ici ou le carbone qui est là. Là, j'ai dessiné en stylisé, pas en stylisé, mais en semi-développé, juste pour vous montrer comment ça se passe lorsque j'ajoute mon H d'un côté ou un autre, parce qu'en stylisé, on ne dessine pas les liens CH, donc je l'ai mis d'une autre façon. Donc, qu'est-ce qui arrive si j'additionne mon H, tout d'abord, sur le carbone qui est en rouge? Si je fais ça, le carbone qui est en rouge, ici, va avoir le H, tandis que l'autre va avoir la charge plus. Donc ça me formerait dans la molécule qui est ici, qui n'est pas la même que celle qui est dessinée en haut, c'est une autre molécule. Okay? C'est c'est un propène, là, en fait. Donc ici, une double liaison avec un CH3. Qu'est-ce que ça fait? C'est que ça va ajouter mon carbocation, en fait, va se créer sur le carbone au bout, qui va faire en sorte que c'est un carbocation primaire. Si, par contre, j'ajoute mon H du côté vert, donc sur le carbone qui a le plus de H, hein, vous voyez, celui qui est en rouge, il y a juste un seul H. Parce que le CH3, ce n'est pas des H qui sont liés directement au carbone en rouge. C'est des hydrogènes qui sont liés sur le carbone qui est en haut ici. Ça ne compte pas. On veut vraiment regarder le carbone qui a le plus d'hydrogènes directement liés sur la double liaison. Donc ici, sur le côté droit, on a 2 hydrogènes. Donc si je l'additionne en suivant la règle, qu'est-ce qui va arriver? C'est que je vais former un carbocation ici qui est secondaire, qui est plus stable qu'un carbocation primaire. Alors, je vous rappelle, un carbocation secondaire, c'est plus stable qu'un primaire, puis un tertiaire, c'est plus stable encore qu'un secondaire. Donc ici, on va préférer
passer par cet intermédiaire-là, ce carbocation-là, tandis que celui-là nous donnerait le produit qui est ce qu'on appelle minoritaire, donc moins désiré, parce qu'on va l'obtenir en moins grande quantité. Alors, on va analyser le mécanisme complet de la réaction à partir de l'exemple que j'ai fourni ici avec la double liaison qui est non symétrique. Donc, qu'est-ce qui arrive? Première flèche de réaction, on part de la double liaison vers le H. Donc, on va partir du nucléophile vers le site électrophile qui est le H, qui est légèrement chargé positivement. Donc, ça, c'est le premier mouvement d'électron. Deuxième mouvement d'électron qui va être généré par cette flèche-là, c'est de briser le lien entre le H et le Br en donnant les électrons vers le Br parce qu'il est plus électronégatif. Donc ça nous donnerait. Ici, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti de la double liaison, mais en indiquant que je pars plus vers ce carbone-là, fait que c'est ce carbone-là ici qui prendrait le H. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Vous pouvez le faire si ça vous aide, mais ici, c'est juste pour vous montrer qu'il y a deux possibilités. Soit que j'ajoute mon H sur le carbone à droite, ou encore, puis là, je vais redessiner probablement les mêmes flèches, sauf je vais partir un petit peu plus du côté du carbone de gauche de la double liaison dans ce cas-ci, donc en bleu. Ici, je vais chercher le H de la même façon, je brise le lien HBr, sauf que ça me donne, dans ce cas-ci, si j'ajoute l'hydrogène sur l'autre carbone, ça me donne un carbocation qui est différent. Donc, deux possibilités. Deux mécanismes possibles pour démarrer qui nous donnent deux intermédiaires différents. Donc, soit j'ai l'intermédiaire suivant, donc ce carbocation-là, en ajoutant le H ici. Donc, j'ai dessiné là, le lien CH, vous n'êtes pas obligé de le faire, parce qu'on est en stylisé, vous n'êtes pas obligé de mettre les liens CH. Ici, je l'ai fait juste pour vous le montrer. Ou encore, le lien CH est fait sur l'autre carbone pour vous donner un carbocation à l'autre bout. Évidemment, dans les deux cas, on forme un Br-, qui est notre autre portion de la réaction. Donc, Br- avec le carbocation, dès que le Br- voit le carbocation, il va réagir, va former un nouveau lien. Donc, on va avoir la réaction qui va former un lien entre le carbone qui était plus et le Br-. Donc, le brome va venir s'insérer ici. Donc, on va avoir notre molécule. Donc, la molécule finale, c'est un dérivé halogéné. Okay? Donc, c'est une molécule qui a un halogène. Okay? Ça peut être intéressant pour diverses raisons qu'on va voir par la suite dans d'autres chapitres. Donc, soit que j'ai celui-là comme produit ou l'autre produit qui est possible en passant par l'autre carbocation, okay? Formé par l'autre carbone à la double liaison, j'obtiens celui-ci. Sauf que, ce qu'on a vu, c'est que le carbocation qui est là, un carbocation qui est lié à 3 carbones, donc carbocation tertiaire, tandis que celui-ci est lié juste à un carbone, donc c'est un carbocation qui est primaire. Les carbocations tertiaires sont moins instables que les carbocations primaires qui sont très, très instables. Donc lui, il est plus stable que le primaire. Donc on va préférer, la réaction va préférer passer par l'intermédiaire le plus stable, soit le carbocation tertiaire. Donc le produit majoritaire, c'est celui-ci, tandis que le produit minoritaire, c'est celui en bleu. Donc celui en rouge majoritaire, celui en bleu minoritaire. Pourquoi? Parce qu'on passe par des carbocations qui sont différents lors du mécanisme de la réaction. Parce que le mécanisme en tant que tel, c'est pas mal les mêmes flèches. C'est juste que le carbocation il est placé à un endroit différent parce qu'on a ajouté le H au départ sur un des deux carbones de la double liaison, puis on a regardé la différence entre les deux. Je vous parle un petit peu pourquoi il y a cette différence-là. Pourquoi il y en a un qui est majoritaire puis l'autre qui est minoritaire? Qu'est-ce que ça fait du côté de l'énergie qui est demandée pour la réaction? Donc, je rappelle, les carbocations, leur stabilité, c'est tertiaire plus stable que secondaire, plus stable que primaire, qui est plus stable que nulaire. Donc, nulaire, on ne les verra pas vraiment, là, parce qu'il existe juste celui-ci comme nulaire, tandis que les autres, ben, ils peuvent avoir des chaînes de carbone différentes. Donc, plus c'est en bas ici, plus c'est stable, parce que ça demande moins d'énergie pour le produire. Alors, quand on a
on veut former le diagramme énergétique de la réaction. On a 2 étapes. Donc 2 étapes, ça veut dire première étape, deuxième étape. Donc on a ici 2 bosses. Lorsqu'on passe la première bosse, c'est lorsqu'on est en train de faire les premières flèches. On arrive ici au premier creux, au premier vallon, c'est notre carbocation. Donc la position du carbocation sur le diagramme énergétique, plus le carbocation est stable, moins les bosses, les montagnes d'énergie vont être élevées. Donc ici, vous avez un qui est plus bas en énergie par rapport à un qui est plus haut en énergie. Donc celui qui est plus bas ici, c'est celui qui est en rouge, tandis que l'autre, c'est en bleu. Donc pourquoi? C'est parce que dans le cas qui est en rouge, ici en bas, vous avez la formation d'un carbocation tertiaire, plus stable, moins demandant en énergie, tandis que l'autre, vous avez un carbocation qui est primaire, qui est plus demandant en énergie. Donc si c'est plus demandant en énergie, ça veut dire que pour se rendre jusqu'au carbocation primaire, ça va demander plus d'énergie. Ça demande plus d'énergie, les molécules vont moins vouloir passer par ce chemin-là. Pourquoi? Parce que ça demande plus d'énergie. Donc, ça va être beaucoup plus demandant pour les molécules. Ça les intéresse beaucoup moins d'aller très très haut en énergie. Ils vont préférer le chemin le plus facile pour se rendre jusqu'au produit. Parce que si vous regardez les produits, il n'y a pas vraiment une grosse différence entre les deux produits. Ils sont pas mal à la même place à la fin. La différence, c'est dans les intermédiaires réactionnels, soit les carbocations. Alors, comme premier exercice, pour vous faire pratiquer ça, je vous demande de me dessiner le mécanisme réactionnel de l'addition de HCl sur la molécule de 2-méthylbut-2-N en montrant les 2 possibilités de produits, soit le majoritaire et le minoritaire. Donc, indiquez-moi les 2 mécanismes différents, les deux possibilités, et m'écrire lequel est le majoritaire, lequel est le minoritaire dans les produits qu'on peut obtenir à partir du 2-méthylbut-2-N qui réagit avec le HCl. Là, ce que les gens vont me demander souvent, c'est dans les prochains examens, est-ce qu'il y a des notions qui vont venir de ce qu'on a vu avant le premier examen? Oui, il y a des choses qui reviennent comme comment dessiner les molécules, les formes, les énantiomères, diacézomères, mais il y a aussi la nomenclature. Comment je peux l'introduire? Bien, vous voyez ici, je vous nomme une molécule. Si vous n'êtes pas capable de dessiner la molécule, bien, vous n'allez pas pouvoir commencer la réaction, vous n'allez pas pouvoir me dessiner le mécanisme. Fait que déjà en partant, si vous ne connaissez pas vos noms de molécules, puis comment les dessiner à partir d'un nom, ou vice-versa, bien, vous allez être bloqué. Fait que ça va être quelque chose d'important, de toujours se rappeler des bases de la nomenclature pour pouvoir dessiner vos molécules comme il faut lors des exercices. Alors, je vous laisse faire cet exercice-là, parce que ça va un peu vous faire voir qu'est-ce que vous avez compris. Parce que quand moi je vous montre la réaction, le mécanisme, des fois ça a l'air assez simple. Mais quand vous essayez par vous-même, la difficulté c'est qu'est-ce que je fais? Comment je pars? C'est seulement lorsque vous allez faire des exercices par vous-même que vous allez vous rendre compte de c'est quoi vos difficultés, puis vous allez pouvoir les régler. Donc je vous laisse faire l'exercice, puis par la suite je vous montre le mécanisme avec les 2 possibilités. Donc, mettez la vidéo à pause. Et au retour, vous allez pouvoir voir la réponse. Donc, je vous montre la réponse pour cet exercice. Donc, la voici. Donc, 2 possibilités. Donc, la première chose, dessiner comme il faut le 2-méthyl, but 2N. Donc, ça, c'est la première chose, il faut bien dessiner. Donc, si vous l'avez dessiné comme ça, c'est correct. Il y a des gens, des fois, ils me l'ont dessiné dans l'autre sens. Comme ceci. Oups. Comme ça. Ça ou ça, c'est pareil. Même chose. OK? Donc, ça revient au même. Donc, c'est correct si vous l'avez dessiné à l'envers à 180 degrés de rotation, c'est pareil. OK? Donc, si je fais une rotation de 180, ça revient à la même molécule. OK? Donc, comme ça ou comme ça revient au même. Ce qui est important, c'est, une fois que vous avez dessiné votre molécule, vous savez que vous réagissez avec le HCl. Donc, il y a 2 possibilités. Soit que vous faites réagir. Donc, le mécanisme est le même dans les 2 cas, mais vous partez de la double,
Donc ça, c'est très très important. À partir du nucléophile vers l'électrophile, puis puisque l'hydrogène ne peut pas faire un lien avec un carbone puis le Cl en même temps, il faut aussi briser la liaison entre le H et le Cl en le donnant au Cl. Donc on va produire un Cl-. Puis l'hydrogène va aller sur un des deux carbones de la double. Donc dans le cas qui est ici, j'ai deux possibilités. Donc j'ai mis deux flèches qui partent de cette première étape-là. Soit créer un carbocation qui va être sur le carbone de gauche, tandis que le carbone qui était à droite de la double aurait, lui, le H supplémentaire ajouté à cet endroit-là. Ou le contraire, j'ajoute l'hydrogène sur le carbone de gauche de la double liaison qu'on avait au départ, puis le carbocation va se former à cet endroit-ci. L'autre portion, c'est que je vais avoir créé un Cl-. Donc là, j'ai mis tous les doublets libres autour du Cl-. Moi, je vous invite à écrire vos doublets d'électrons sur vos molécules lorsque vous allez faire vos mécanismes. Pourquoi? Parce que dans certains cas, vous avez besoin des doublets libres pour partir vos flèches à ces endroits-là. Donc, je vous invite à les dessiner comme il faut. Donc ici, vous avez soit un carbocation qui est un carbocation tertiaire, ou encore, dans l'autre possibilité, un carbocation qui est secondaire. Donc, le carbocation qui est tertiaire est plus stable que le carbocation secondaire. Donc, le plus stable, c'est qu'il est plus facile à obtenir lors du mécanisme de la réaction. Donc, ça va être favorisé. Ça veut dire que le produit qu'on va obtenir après avoir fait la deuxième étape, soit partir du nucléophile, qui est le Cl- pour la deuxième étape, vers l'électrophile, qui est votre carbocation, va nous donner le produit suivant, qui est le produit majoritaire. Donc, vous voyez, le Cl est positionné à cet endroit-là. Tandis que dans le produit minoritaire, celui qui est obtenu ici, lorsqu'on fait la deuxième étape, le Cl est placé à cette position-ci. Donc ça nous donne un produit qui est minoritaire. La chose que je n'ai pas spécifiée, c'est que dans le cas qui est ici, vous allez remarquer que le carbone qui est là, c'est un carbone qui est chiral. Donc le carbone qui est ici, un carbone chiral. On va voir plus tard, donc je vais juste vous le pointer, là, le carbone chiral, il est là, celui-là. Il est créé lors de la réaction, parce qu'au début, c'était une double liaison qui était là. Puis c'est juste lors de la réaction, à la fin, que maintenant on se retrouve avec un groupement différent, un chlore, qui n'était pas là au départ. Donc on a créé un carbone chiral lors de la réaction. Ça veut dire que techniquement, il faudrait spécifier pour ce carbone-là la 3 dimensions. Okay? Et c'est ce qu'on va faire plus tard dans le chapitre 5. Pour l'instant, je vais le laisser sans la 3D, mais plus tard, il va falloir la mettre à cet endroit-là. Parce que lorsque vous avez un carbone qui est chiral, il faut mettre la 3D. Pour des carbones qui ne sont pas chiraux, qui ne sont pas des centres asymétriques, des carbones asymétriques, comme par exemple celui qui est ici. Donc celui qui a le chlore ici dans le majoritaire, il y a un CH3 puis un CH3. Donc il y a 2 fois le même groupement. Donc celui-ci n'est pas un carbone chiral. Même s'il a été créé lors de la réaction, ce n'est pas nécessairement un carbone chiral qu'on crée, ça dépend vraiment de la molécule avec laquelle on travaille. Donc dans ce cas-ci, je peux la laisser comme ça sans spécifier la 3D. Pourquoi? Parce que la 3D n'a pas d'importance lorsque ce n'est pas un carbone qui est chiral. Par contre, lorsque c'est un carbone qui est chiral, il faudrait spécifier la 3D. Je ne l'ai pas fait ici parce que je veux d'abord vous introduire les mécanismes de la réaction au complet. Puis après ça, vers la fin du chapitre, on va ajouter la 3D à ce mécanisme. Donc je vais m'arrêter ici pour la première capsule, parce que ça vous fait une première introduction avec une première réaction à travailler. Dans la prochaine capsule, j'ai 2 réactions que je vais vous ajouter, mais en fait, c'est 2 réactions qui vont avoir des éléments quand même similaires à ce que je viens de vous présenter avec les réactions avec des HX, avec des alcènes. Donc, on va voir d'autres types d'additions dans la prochaine capsule. Donc, d'ici là, faites des exercices et venez me poser vos questions si vous en avez. À la prochaine!